Bonjour, cette semaine, on va regarder le cours sur le Parkinson. Si on est en classe, je vous dirais c'est mon cours préféré, mais bon, même à distance, c'est mon cours préféré. Alors, le Parkinson, maladie dégénérative du système nerveux. Je suis sûre que vous connaissez ça, je suis sûre que vous avez déjà vu des gens qui l'ont. La plupart du temps, c'est une maladie à évolution relativement lente. Plus c'est diagnostiqué tard dans la vie, plus l'évolution elle est lente. On va voir que si c'est diagnostiqué plus tôt dans la vie, dans la fin trentaine, début quarantaine, là, l'évolution va être plutôt rapide au début, puis elle va se ralentir par la suite. Euh, le Parkinson, c'est connu pour ses symptômes moteurs. On va les voir, le tremblement, la bradykinésie. Mais il y a aussi des symptômes non moteurs qui sont associés à ça. Un peu comme l'arthrite qu'on vient de voir, qui a des symptômes articulaires, des symptômes extra-articulaires qui n'ont aucun rapport avec les articulations. Ici, on a des symptômes qui, oui, ont rapport avec le moteur, les tremblements et tout ça, mais il y a des symptômes ou des manifestations cliniques, je devrais dire, des manifestations cliniques qui n'ont aucun rapport avec le système moteur. Alors, est-ce que c'est une maladie qui est très répandue? Bien, quand même, on parle de, là, c'est des statistiques qui datent. J'ai essayé d'en trouver des nouvelles, puis c'est encore les mêmes statistiques qui traînent sur Internet. Alors, on parle de 100 millions, 100 000 Canadiens, euh, en ce moment. Bien, la statistique date de 2011. Et puis, il parle que ça devrait doubler d'ici 2031, entre autres parce que la population est vieillissante. Et puis, c'est quand même une maladie qui, en principe, est diagnostiquée plus tard dans la vie. On parle de 25 000 Québécois, là, c'est pas rien. La plupart du temps, c'est diagnostiqué autour de la soixantaine. Par contre, ça peut arriver, il y a une forme précoce qui est diagnostiquée avant la quarantaine et ça équivaut à peu près à 5 à 10 des personnes diagnostiquées. Donc, encore là, c'est pas rien. Et là, si on revient en arrière, là, je ne vais pas vous étourdir, mais si on revient en arrière, l'image ici, je ne sais pas si vous les connaissez, en tout cas, ça trahit votre âge si vous ne les connaissez pas, ça trahit votre âge si vous les connaissez. Mais ici, on a Monsieur Mohamed Ali, un boxeur qui a été atteint de la forme de la late form, là, la forme plus tard dans la vie, probablement causée par les traumas répétés à la tête. Et ici, on a Monsieur Michael J. Fox, un acteur canadien, qui lui a été diagnostiqué 38, là, 39, là, vraiment fin trentaine, début quarantaine. L'évolution de sa maladie, elle a été hyper rapide au début. Puis là, maintenant, ça s'est stabilisé. Ah, ici, on parle plus d'hommes que de femmes. Euh, on n'est pas trop sûr pourquoi qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont atteints de ça. Probablement pour la partie facteur de risque trauma crânien. Alors, tout ce qui est athlète qui joue des sports de contact, le hockey, le football, euh, les rodéos. Alors, c'est sûr que dans ces genres d'activités-là, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, c'est peut-être pour ça, mais sinon, je pourrais pas expliquer le pourquoi. L'étiologie de la maladie de Parkinson, ce qui est un peu déplorable, si je peux dire ça comme ça, c'est que les manifestations cliniques arrivent pas avant que 80% des neurones du locus niger soient détruits. Donc, les manifestations cliniques euh, sont causées par la perte de neurones dans le locus niger, mais ça prend 80% de la perte de ces neurones-là avant qu'on s'en rende compte. Donc, c'est pas une maladie que on peut, que jusqu'à date, qu'on pouvait dire, ben, on va essayer de la ralentir ou on va essayer de retarder les effets, parce que quand les manifestations cliniques apparaissaient, le dommage était tellement grand qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. On va voir un petit peu plus tard qu'il commence à avoir des études sur certaines manifestations cliniques qui ne sont pas nécessairement moteurs, mais qui apparaissent plus tôt dans la vie. Euh, Ils sont en train de faire des recherches là-dessus là, pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas justement essayer de diagnostiquer la maladie bien avant le 80% de destruction des neurones, puis en fin de compte, essayer de la ralentir. Alors, pourquoi les gens font du Parkinson? On n'est pas certain. Euh,
la plupart des recherches vont vous dire que oui, il y a une forme génétique. Donc, si il y a dans votre famille euh, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, votre père, votre mère qui souffrent de Parkinson, les chances sont ben, pas les chances sont que vous allez le développer, mais vous avez plus de risques de le développer que les autres. Il n'y a pas un gène qui est porteur de Parkinson, il y en a plutôt plusieurs, des gènes récessifs et des gènes dominants. Donc, vous comprendrez que oui, il y a une composante génétique. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui sont mis en cause parce que le Parkinson est beaucoup plus répandu dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Donc, est-ce que c'est parce que dans les pays développés, on est exposé à des éléments qui ne sont pas exposés dans d'autres pays? Probablement. On a longtemps pensé que l'aluminium était en cause parce que en Amérique, l'aluminium est vraiment beaucoup utilisé dans des produits de beauté, dans des produits d'hygiène, dans les ustensiles, dans les plats dans lesquels on cuisine. Donc, ils ont longtemps pensé que l'aluminium était peut-être en cause. On n'est plus sûr. L'usage prolongé de certaines drogues, là, je parle de drogues dures, euh, la cocaïne, l'héroïne, le crack, va causer le Parkinson, peut causer le Parkinson par la suite. L'usage prolongé d'antipsychotiques, je suis certaine que si vous avez fait votre cours de santé mentale, puis que vous avez vu des patients qui prennent des antipsychotiques depuis de longues années, vont commencer à présenter des manifestations cliniques qui s'apparentent au Parkinson. J'en ai parlé un petit peu avant, les traumas crâniens répétés. Là, on parle pas de... Ça, ça peut être un gros trauma crânien, peut causer le Parkinson plus tard. L'idée, puis on va le voir un petit peu plus loin, c'est que s'il y a du dommage au locus niger, ben il y aura possiblement Parkinson plus tard. Donc, des gens qui font des activités physiques, euh, des sports extrêmes où il y a des traumas crâniens, que ce soit des gros traumas crâniens ou des petits traumas crâniens, mais répétés, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus à risque de développer le Parkinson dans le futur. L'athérosclérose étant l'accumulation de gras dans les vaisseaux sanguins, serait probablement en cause avec le Parkinson, surtout s'il y a l'accumulation de gras dans les carotides et que le cerveau est moins bien irrigué de sang oxygéné. Alors, l'idée, c'est que le cerveau étant moins bien oxygéné, les neurones ont tendance à mourir plus rapidement. Donc, les gens qui ont une prédisposition au Parkinson euh, pourront en être atteints possiblement plus rapidement. Donc, tout ça, c'est des étiologies sur lesquelles les chercheurs font des recherches en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça fait les neurones dans le locus niger? Ben, les neurones dans le locus niger, ils sécrètent la dopamine. À quoi ça sert la dopamine? Alors, la dopamine, elle est utilisée, c'est un neurotransmetteur, là, tout le monde sait ça, j'imagine. C'est un neurotransmetteur qui est en charge de la posture, de l'équilibre et des mouvements volontaires. Donc, vous comprendrez que si un patient qui a le Parkinson a produit moins de dopamine, il aura moins de contrôle sur ces trois facteurs-là. Donc, c'est des gens qui ont une posture qui est vraiment typique. Puis on va voir, j'ai des vidéos, puis j'ai des photos. C'est des gens qui ont tendance à marcher penchés vers l'avant au lieu d'être bien droits. Alors, ils sont penchés vers l'avant, ils ont une perte d'équilibre et ils ont les pieds qui ne lèvent plus. Puis on va le voir tout à l'heure dans la vidéo. Les pieds restent collés au sol et ils glissent. Donc, ça fait des gens qui ont encore plus de risques de chute puisque au lieu de passer par-dessus des trucs, ils vont s'enfarger dans des petites minuscules affaires, là. Un pied de porte là, de un demi-centimètre, ils vont s'enfarger dedans parce qu'au lieu de lever leurs pieds pour marcher, ils les glissent. Les mouvements volontaires, ne serait-ce que pour la marche, parce qu'il y en a plein d'autres mouvements volontaires qui ne font plus, là, mais ne serait-ce que pour la marche, vous, quand vous marchez bien droit, puis vous vous en rendez pas compte, mais
vos bras font le ballon chaque côté de vous. C'est une des raisons pourquoi on a un bon équilibre quand on est en santé, parce qu'on est capable de marcher avec nos bras qui font le ballon. Ben, les personnes qui ont le Parkinson font pas ça. Leurs bras restent fixes chaque côté de leur corps, sont penchés vers l'avant, donc leur centre de gravité est déplacé. Puis en plus, ils ne lèvent pas leurs pieds quand ils marchent. Alors, tout ça les met beaucoup, beaucoup à risque de tomber. Alors, le locus niger, là, je vous ai mis une image, c'était juste pour vous montrer comment petit c'est. C'est cette petite boule noire-là. Là, je l'ai comme barbouillée. C'est ça ici, le locus niger. Alors, quand 80% de ça est détruit, le patient commence à développer des manifestations cliniques de Parkinson. Fait que vous comprendrez que ça ne prend pas grand-chose, là, hein? C'est très, très, très petit. Alors, les manifestations cliniques typiques du Parkinsonien, les tremblements, la rigidité puis la bradykinésie. Alors, c'est des gens qui tremblent beaucoup. Souvent, ça va commencer, on va les voir en détail, ça va commencer sur un côté du corps. La rigidité, c'est des gens qui vont devenir éventuellement relativement fixes, mais il va y avoir de la rigidité même au niveau du visage. Alors, c'est des gens qui n'ont aucune expression au niveau du visage. Et la bradykinésie, c'est des gens qui bougent très lentement. Alors, ça va être problématique dans la marche, ça va être problématique dans l'élimination, parce que même les intestins vont être bradykinésiques, et ça va être problématique dans la dysphagie. Alors, puis là, je reviens ici, là, ça, là, c'est très, 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 très important, autant dans l'examen que dans la vraie vie. Alors, tremblement au repos, ben, les tremblements du Parkinsonien, c'est des tremblements qui sont au repos. Donc, ils n'ont pas besoin de bouger pour trembler. Le patient va être assis sur son fauteuil, sa main va partir, puis il n'y a aucun contrôle là-dessus. C'est un tremblement qui va augmenter si le patient est anxieux. Plus il est anxieux, plus vous lui demandez de faire quelque chose, plus il va trembler. S'il doit se concentrer pour faire quelque chose, attacher ses souliers, attacher les boutons de sa chemise, plus il va devoir se concentrer, plus il va trembler. Et c'est souvent un tremblement, surtout au niveau de la main, clairement, là, qui va prendre la forme du signe de piastre. Puis là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, comme ça. Alors, on va le voir dans la vidéo tout à l'heure, le patient, sa main, si je me souviens bien, c'est sa main droite qui tremble beaucoup puis qui fait ça beaucoup. La main gauche le fait aussi, mais elle le fait un petit peu moins. Parce que les tremblements ont tendance au début à être juste sur un côté, ben plus sur un côté que sur l'autre. La rigidité, vraiment, vraiment accrue au niveau des mouvements passifs, puis on va le voir là, je ne le partirai pas, le vidéo, parce que j'ai toujours de la misère à revenir dans mon enregistrement quand je fais ça. Mais dans la vidéo, ce qu'on montre, c'est un patient qui a le Parkinson, puis l'infirmier ou le médecin vient, puis ce qu'il fait, c'est il veut faire ça comme ça avec le poignet. Alors, si vous le faites sur vous, on est capable de le faire de façon fluide, mais sur un patient qui est parkinsonien, ça va faire comme s'il y avait du sable dans l'engrenage ou quelque chose de pris dans l'engrenage. On appelle ça le signe de la roue dentée. C'est un petit test qui est hyper facile à objectiver et plus le patient va être avancé dans sa maladie, plus ce test-là va être présent. Cette forme-là va être présente. La bradykinésie, c'est la lenteur d'exécuter un mouvement. Puis, on le voit dans toutes sortes de mouvements, dans la marche, mais on le voit dans des mouvements qui habituellement sont automatiques. Le clignement des paupières, la gestuelle des mains du visage, je l'ai dit tantôt, le balancement des bras à la marche. Ces gens-là ne balancent pas leurs bras, donc c'est très, très problématique pour leur équilibre. Et la déglutition, ils ont de la misère même à avaler leur salive. Donc, c'est des gens qui vont avoir tendance à avoir de la sialorée beaucoup. Ils vont avoir une posture voûtée, une démarche festinante. On va regarder la vidéo dans la prochaine diapositive, dans la prochaine capsule, parce que j'arrive au bout de mon 15 minutes. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de sialorée parce qu'ils sont pas en mesure d'avaler. Tu sais, nous autres, on avale notre salive sans s'en rendre compte. Eux, ils sont pas capables de faire ça. Visage inexpressif, on appelle ça le masque. Et la micrographie. Donc, ces trois manifestations, ces trois trucs-là sont vraiment importants pour diagnostiquer même le diabète, le Parkinson. Alors, je vais arrêter ma vidéo, puis on revient dans la prochaine.